C'est Ruslan Ben Sharif, je suis fondateur et directeur général de la société Maghreb Positioning Service, par abréviation MPS, qui est aujourd'hui active dans le domaine du consulting et de la formation spécialisée dans le domaine des TIC, et très prochainement, Inch'Allah, dans tout ce qui a trait au développement de contenu local et de développement de solutions, notamment de géolocalisation. D'accord. Alors, avant de revenir à votre activité, c'est quoi pour vous Algérie 2.0 et pourquoi vous êtes ici? Alors, Algérie 2.0, d'abord, forcément, je fais partie des sociétés qui sont au niveau du cyberparc. Et depuis que je suis là, il m'a été donné de rencontrer des gens vraiment extraordinaires, dont Karim, qui est justement l'organisateur, qui est le DG d'X-Media, l'organisateur d'Algérie 2.0. Et je pense que cet événement arrive dans la continuité de ce qu'on est en train de faire jour après jour avec les différentes sociétés qui sont au niveau du cyberparc, que ce soit au niveau de l'incubateur ou là au niveau du multilocataire. On s'est retrouvés entre personnes qui sont des passionnés du domaine des nouvelles technologies avec différentes compétences. Et on arrive à trouver aujourd'hui qu'il y a énormément de compétences qui sont très très poussées, qui sont très valables et qui sont en fait des compétences totalement algériennes. Donc en plus de partager le savoir-faire, on partage la même culture. Donc on a une meilleure compréhension, une approche plus efficace par rapport aux problèmes justement que connaît le monde des TIC en Algérie en particulier. Et on arrive à créer en fait des solutions qui peuvent s'y adapter de la meilleure façon possible. Donc pour moi, c'était le fait de participer à Algérie 2.0, ça allait dans la continuité de l'échange avec d'autres Algériens, du fait de montrer qu'en Algérie, il y a effectivement des compétences qui sont très valables et qu'on n'a pas systématiquement besoin d'aller les chercher à l'étranger. D'accord. J'espère que beaucoup de ces compétences vont voir le jour, surtout à travers les différents concours qu'on va organiser. Inch'Allah, on aimerait justement pouvoir être une sorte de hub pour ces compétences et d'amener les gens à se connaître d'abord dans un premier temps et puis à travailler les uns avec les autres dans un second temps. Et pourquoi pas créer des choses qui dépassent de loin ce qui a pu être créé ailleurs, dans les pays les plus développés. D'accord. Voilà. D'accord. Ruslan, tu étais notre deuxième conférencier aujourd'hui. Oui. Donc, pourrais-tu nous parler un petit peu de ta conférence? D'accord. Alors aujourd'hui, j'ai décidé en fait j'ai proposé une conférence autour de l'impact de la data mobile sur les impacts sur les habitudes de consommation. Donc, comme vous le voyez, à travers le temps, on a vu que le téléphone mobile a eu en fait une importance majeure. Il a pris une importance majeure dans nos vies. Comme je l'avais dit au public, j'avais demandé au public à un moment donné combien d'entre eux avaient des téléphones juste avant les années 2000. C'était quasiment personne. Et j'ai demandé aujourd'hui combien d'entre eux réussissaient à sortir de chez eux sans leur téléphone mobile. Et là, c'était quasiment personne. Enfin, on en a vu peut-être une personne. Mais ça prouve aujourd'hui que cet outil est un outil qui a pris une place prédominante dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose, on suit en fait des tendances qui sont des tendances mondiales et les technologies sont en train de shifter d'une réponse à des problématiques de joignabilité à travers la voix. Donc fin des années 90, la problématique c'était de pouvoir atteindre quelqu'un, de joindre quelqu'un et de pouvoir être joint. Aujourd'hui, on est arrivé à d'autres paradigmes, d'autres besoins qui ont totalement évolué. Et on voit en fait que selon nos habitudes de consommation, ces habitudes de consommation ont évolué en créant des besoins qui n'étaient nullement des besoins il y a quelques années. Ces besoins aujourd'hui sont des niches qui peuvent permettre à des développeurs, qui peuvent permettre à différentes sociétés aujourd'hui de pouvoir voir le jour, d'éclore, et de pouvoir proposer des solutions à valeur ajoutée pour justement rendre notre vie encore plus facile grâce à cet outil. Enfin, après, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, donc ça peut être ou un outil, l'outil de nos rêves ou l'outil de tous nos cauchemars. Cauchemars, je ne pense pas. Par rapport aux applications mobiles, oui. En Algérie, est-ce qu'on peut déjà faire un petit constat? Est-ce qu'on a le volume nécessaire? Quelles sont les catégories d'applications qui existent? Quel est notre manque en application? Alors, comme un expert dans le domaine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le... Bon, je pense que le manque, il est de toutes les façons flagrant, mais comme je le disais tout à l'heure lors de la conférence, l'Algérie fait partie des pays dits émergents
Et les pays dits émergents sont aujourd'hui la plus grosse convoitise des gros mastodontes aujourd'hui qui ont amené ces nouvelles tendances. Je parle de Apple, je parle de Facebook, je parle de Microsoft, je parle de différentes sociétés qui aujourd'hui sont à la pointe du progrès et qui aujourd'hui font les tendances. Bien entendu, étant dans un pays émergent, le paradoxe, c'est qu'on dit que les pays émergents sont des pays dits pauvres. Je ne pense pas que l'Algérie aujourd'hui soit un pays pauvre, je pense simplement que l'ensemble de la population ne profite pas comme il le faudrait de ses richesses. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, avec la tendance qu'on a, on est un pays qui compte quand même 38 millions d'habitants. On a 75% d'habitants qui ont moins de 45 ans. Donc l'adoption de ce type de nouvelles technologies va se faire de manière quasi automatique. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, moi par exemple, mon fils aujourd'hui arrive à jouer avec mon téléphone de façon quasi naturelle. Pour lui, ce n'est pas du tout un problème. Il a 4 ans et demi, il sait comment le déverrouiller, il sait aller choisir ses jeux. Enfin, il ne sait même pas lire et écrire, mais il sait comment naviguer sur le téléphone. Non, il ne chatte pas encore. Fort heureusement, il ne chatte pas encore. Donc pour revenir, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a des blocages, des éléments bloquants qui font aujourd'hui que cette industrie ne se développe pas comme elle se développe dans des pays dits développés. Justement, je voulais revenir avec toi sur ces blocages-là. Est-ce qu'on pourrait les classer par ordre de priorité? Quels sont les blocages ou les handicaps qu'il faut endiguer en urgence? Enfin, endiguer en urgence, je veux dire, c'est assez complexe parce que ça implique beaucoup d'autres paramètres, notamment économiques. Le premier, par exemple, chez nous, c'est que le e-payment n'est pas monnaie courante. Aujourd'hui, il y a très peu de magasins qui permettent le paiement en utilisant les cartes CIB, par exemple. D'accord. Il n'y a quasiment pas de sociétés où ça commence à peine, on en est au balbutiement, de sociétés qui proposent justement de payer leurs services à travers Internet. Oui. Et c'est des éléments, en fait, c'est des moyens de paiement qui aujourd'hui sont d'énormes facilitateurs pour ce type de technologie, ce type de service. Le deuxième élément, c'est que quand on voit par exemple les stores dans lesquels sont hébergées la plupart de ces applications, c'est des stores en fait qui ont une envergure mondiale. Et le deuxième des éléments, c'est qu'en Algérie, le dinar n'est pas convertible. Donc à partir de là, forcément, même si le e-payment était développé, faudrait-il encore que le dinar soit convertible afin de me permettre d'acheter une application qui coûte X dollars ou X cents de dollars. Et que ce soit systématiquement fait, que ce soit accepté par la banque centrale, etc., etc. On connaît tous les problématiques que nous avons aujourd'hui avec ce type le problème de la convertibilité du dinar. Donc ça, c'est deux éléments qui sont des éléments, je veux dire, qu'on ne peut pas contourner. Maintenant, il y a d'autres solutions. Dans des pays en fait comme les nôtres, il y a des solutions où les opérateurs de téléphonie mobile ou certains ISP même se positionnent comme des substituts qui vont en fait construire ce qu'on appelle des store-in-store, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leur propre store et qui sont en adéquation avec ce qui se fait chez Android ou chez Microsoft ou chez Apple et qui pourront eux permettre directement d'abord d'héberger des solutions, d'héberger des applications qui soient des applications algériennes, purement algériennes, faites par des Algériens et qui répondent à des problématiques algériennes et qui permettent bien évidemment aux consommateurs, à travers leur téléphone mobile, qui deviendrait une sorte de module de paiement électronique, de payer ces applications avec leur crédit ou avec, dans le cas où c'est des post-paid, que ce soit facturé a posteriori sur la facture qu'ils ont. C'est un partage de revenus. Le business model est un business de partage de revenus, bien sûr, quel que soit X. Après, il y a des applications dites gratuites qui sont offertes gratuitement. Et derrière, en général, c'est un business model qui est un business model publicitaire derrière. D'accord. Donc, on offre l'application et derrière, on a de la publicité qui va apparaître à chaque fois qu'on va enclencher l'application. Ce qu'on a vu aussi également, c'est que ces applications gratuites sont aujourd'hui, depuis le lancement de ce type d'applicatif, sont en train de prendre le gros du marché. 90% des applications qui sont téléchargées aujourd'hui sont des applications gratuites. Cela ne veut pas dire que le fait qu'elles soient gratuites, elles ne génèrent aucun revenu. Bien au contraire, il y a une série de nouveaux business models qui sont en train d'apparaître. L'un d'entre eux est ce qu'on appelle le freemium ou le buy-in app.
Ça veut dire qu'on va télécharger l'application. C'est souvent des jeux, par exemple, ou ça peut être n'importe quoi, mais en général, c'est souvent des jeux. Je peux citer comme exemple Candy Crush, par exemple. Oui, le fameux Candy Crush qui a ce compte à rebours de 24 heures qui énerve tout le monde et qu'on peut débloquer en effectuant un achat de quelques centimes qui va nous permettre de passer au niveau suivant. Donc, c'est des applications hautement addictives et qui permettent en fait de suivre, à travers cette addiction qu'a le consommateur, de générer beaucoup plus de revenus que si elles étaient facturées à l'achat directement. D'accord. Je suis un développeur ou une société de développement. Pour vous, quelle application pourrait intéresser l'Algérie et l'Anda? Quel type d'application que je vois attaquer pour plus ou moins rentabiliser rapidement? Je pourrais donner un avis, mais cet avis serait subjectif. Ce qu'il y a d'excellent, ce qu'il y a d'extraordinaire avec ce type de business model qui a été lancé d'abord par iOS, c'est qu'on laisse à chacun la possibilité d'offrir une solution selon sa perception du problème. Donc aujourd'hui, je peux moi vous donner ma position par rapport à ça, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Maintenant, ce que je peux dire par contre d'un point de vue beaucoup plus général, c'est d'aller chercher vers des solutions qui permettraient en fait de faciliter le quotidien de l'Algérien moyen. J'avais donné un exemple lors de la conférence de l'Algérien par exemple qui a une urgence, qui doit sortir la nuit pour aller acheter un médicament et qui, au lieu d'aller faire le tour d'Alger en voiture pour chercher une pharmacie de garde, pourrait avoir une application pour lui montrer en fait directement ce jour-là quelles sont les pharmacies de garde et leur localisation GPS sur une carte, de manière à ce qu'il trouve celle qui soit la plus proche de lui et qui lui permettrait en fait de régler ce type de problème. Donc, ce qui s'est vu dans les pays émergents, notamment, c'est que beaucoup d'entre eux allaient systématiquement vers les premières, celles qui avaient le plus d'intérêt sont les applications qui ont trait à la géolocalisation. Donc comment en fait localiser un endroit, géolocaliser une personne, géolocaliser un véhicule ou un objet. Après, il y a différentes choses. Je veux dire, il faut en fait regarder les problèmes que nous vivons nous-mêmes au jour le jour. Donc il faut coller au quotidien aux problèmes des Algériens. On ne va pas refaire le monde. Les idées les plus efficaces sont les idées les plus simples et qui répondent aux problématiques qu'on rencontre. On pourra citer la circulation, les endroits de loisirs, de divertissement, l'habitat, la restauration, tout ce qui a trait à l'enfance, les bébés, les crèches. Où est-ce que je pourrais trouver une crèche qui soit… Voilà, les écoles. Je veux dire, aujourd'hui, on a une multitude de problématiques. Ça peut aller dans des véhicules. Vous savez que les Algériens sont… La bureaucratie. Oulala, là, on va rentrer dans le e-gov. Il vaut mieux pas qu'on y aille. De toutes les façons, on pourrait, bien évidemment… C'est sûr. Je pense imaginer des solutions avec… les solutions sont là. Les compétences sont là. Encore faudrait-il que nos pouvoirs publics décident aujourd'hui d'aller vers cette problématique et d'utiliser les compétences nationales comme vecteur de développement, comme réponse aux problématiques de bureaucratie contre lesquelles ils luttent depuis un certain temps déjà. D'accord. Et quelque chose qui m'a inspiré dans votre conférence, c'est le rapport entre l'utilisation des TIC et le PIB. PIB d'un pays. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Absolument. C'était la conclusion de la conférence et j'ai conclu avec un slide qui parlait d'une étude qui avait été réalisée par le cabinet Deloitte en collaboration avec le GSMA, le GSM Association, et qui ont en fait étudié différents pays et la manière et l'impact qu'a eu le déploiement de la 3G dans ces différents pays. Comment, au fur et à mesure que cette solution était adoptée par le consommateur, il augmentait sa consommation de débit. Donc ils sont arrivés, on avait par exemple, si je me rappelle bien, le plus haut c'était la Russie, dont les consommateurs arrivaient jusqu'à une consommation de 2,2 gigabits par mois et par utilisateur. Et on a fait en fait, on a réussi à tracer la relation que ça avait directement avec l'augmentation du PIB de ces pays-là. Et on a vu que, je ne saurais pas vous donner la formule exacte, mais pour un pays par exemple comme la Russie, où les utilisateurs ont réussi à atteindre une consommation de 2,2 gigas par mois et par consommateur, ça a participé à l'augmentation du PIB à hauteur de 1,5% du PIB du pays. Et ce qu'il y a de très intéressant dans cette étude, c'est qu'elle ne concerne pas uniquement des pays développés ou des pays en voie de développement. Différents pays étaient mélangés, étaient pris en considération, et on a systématiquement vu que
plus le consommateur consommait de data et plus ça pouvait avoir un effet positif sur le PIB du pays en question. D'accord. Voilà, la Kobalina, Inch'Allah. Inch'Allah. Justement, maintenant, notre question de conclusion pour tout le monde. Comment vous voyez l'avenir des TIC en Algérie? L'avenir des TIC en Algérie. Encore une fois, c'est un avis subjectif. Je pense qu'il sera partagé par plusieurs personnes. L'Algérie ne peut avoir qu'un avenir radieux dans le domaine des TIC. Je vais en citer quelques raisons qui sont claires. La première des choses, c'est qu'on est un pays aujourd'hui qui est constitué en grande partie de jeunes qui sont pour la plupart très familiers avec ces nouvelles technologies. On voit qu'il y a une volonté de l'État de lancer de nouvelles technologies. On a lancé la 3G en fin d'année dernière. On voit que la 4G est lancée en mode fixe depuis quelques jours. Donc il y a une volonté d'aller vers l'avant. Maintenant, le second élément, c'est de peut-être pousser les pouvoirs publics à plus faire confiance à cette jeunesse algérienne qui est aujourd'hui capable, qui a toutes les compétences pour permettre justement à répondre aux plus grosses problématiques. Et il ne faut pas avoir peur des choses qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a toujours des gens qui les connaissent. Et je dirais encore mieux, ces gens qui les connaissent se foisonnent en Algérie. On a des jeunes qui sont vraiment excellents, qui ont un excellent niveau et qui ne demandent qu'à amener leur pierre à l'édifice de la construction de ce pays par ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent aujourd'hui, c'est la technologie. Donc je pense que l'avenir est radieux. Il n'y a aucune raison pour qu'on puisse reculer au lieu d'avancer. On doit être pessimiste ou optimiste. Optimiste, pas pessimiste. Non, moi je suis personnellement très optimiste. Ah, ça. Barakallahu fik.